Bienvenue dans cette nouvelle analyse. Aujourd'hui, nous allons décortiquer une situation particulièrement tendue en Méditerranée, un face-à-face naval direct entre la France et la Russie. Un face-à-face où, d'un côté, on parle d'une opération de police tout à fait légale, et de l'autre d'un acte de piraterie. Exactement. Pour plonger au cœur de cette tension, nous nous basons sur une vidéo qui présente un récit très orienté de cet incident. Elle porte un titre évocateur: Macron attaque la Russie en Méditerranée, Poutine menace de se venger. Notre objectif est de décortiquer ce récit, de voir comment les arguments sont présentés, et surtout d'analyser le risque d'escalade qui est décrit. Alors commençons par les faits, ou du moins les faits tels que cette vidéo nous les présente. Que s'est-il passé exactement selon cette source? La marine française aurait intercepté un pétrolier russe qui s'appelle le Grinch. Le Grinch, d'accord. Mais ce qui est vraiment important ici, c'est le choix des mots dans la source. On ne parle pas d'un simple contrôle. Le terme utilisé en allemand est gekapert, qui se traduit par capturer. Mais il y a une connotation très forte. C'est une prise de force, une action quasi militaire. Et cela ne s'arrête pas là. La source insiste sur le fait que le navire a été escorté vers un port français. Et là, le mot utilisé est Dienfurt, qui veut dire littéralement enlever ou kidnapper. On n'est plus du tout dans le registre d'une inspection de routine. On passe d'un contrôle à une agression. Le cadre est posé d'emblée. Et pour enfoncer le clou, la source ajoute que la France aurait publié une vidéo de l'opération. Une vidéo? Oui, en la présentant, et on sent bien l'ironie dans le ton de l'auteur comme une action héroïque. Donc une opération de communication pour justifier une action pour le moins musclée. Mais quelle est la justification officielle de la France, toujours d'après cette source? La justification officielle repose sur un soupçon très grave. Le Grinch appartiendrait à ce que l'on nomme la flotte de l'ombre du Kremlin, et c'est l'argument central de Paris. La flotte de l'ombre. Qu'est-ce que c'est exactement d'après les explications données? Pour faire simple, ce serait un ensemble de navires utilisés pour contourner les sanctions internationales de manière clandestine. Comment cela fonctionne concrètement? Le mode opératoire décrit est celui de la dissimulation. Ces navires changent de nom, coupent leur transpondeur, leur système d'identification, ou, et c'est le soupçon ici, naviguent sous un faux pavillon. Tout cela pour masquer qui est le vrai propriétaire et d'où vient la cargaison. Je vois. Donc, si on suit la logique française présentée ici, l'interception n'est pas du tout un acte arbitraire. C'est une action ciblée menée avec les renseignements britanniques pour couper les financements de la guerre en Ukraine. C'est précisément cela. Une opération de police contre une activité perçue comme illégale. Et la France a dû communiquer là-dessus pour légitimer son action. Tout à fait. Et pour cela, la source cite un élément clé, vraiment le pivot de l'argumentaire français, un tweet qui serait attribué à Emmanuel Macron. Et que dirait ce tweet? Il affirmerait que toute l'opération a été menée en stricte conformité avec la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer. Donc la France se positionne en gendarme du droit international. Exactement. Le message, c'est: nous faisons respecter la loi et les sanctions, nous sommes les gardiens de l'ordre. Et c'est précisément là que l'auteur de la vidéo dit non. Il ne dit pas juste non, il qualifie cette justification de mensonge éhonté, les mots sont très forts. Un mensonge éhonté, c'est une accusation grave. Sur quoi se base-t-il pour dire cela? Son raisonnement est assez simple. Primo, les sanctions contre la Russie sont des mesures décidées par l'Union européenne unilatéralement. Ce ne sont pas des sanctions de l'ONU qui, elles, s'appliqueraient à tout le monde. Donc, si je suis bien sa logique, ce sont des règles internes à un club, le club de l'UE, et ces règles ne peuvent pas s'appliquer dans les eaux internationales. C'est exactement son deuxième point. Pour lui, en utilisant des sanctions purement européennes pour arraisonner un navire en haute mer, la France dépasse ses droits. Elle tente de transformer une décision politique en loi internationale. Or, ce n'en est pas une. Et la liberté de navigation devrait donc primer. Et pour que tout le monde comprenne bien son point de vue, il utilise une analogie assez parlante. Laquelle? Il dit que c'est comme si quelqu'un venait vous voir et vous disait «Votre visage ne me plaît pas, alors je vous sanctionne et du coup je confisque votre voiture». C'est une image forte. Cela simplifie un débat juridique complexe pour le rendre immédiatement accessible. Et c'est très habile parce que cela fait appel à l'émotion, au sentiment d'injustice. L'injustice qu'on ressent dans l'analogie, on la projette sur l'incident naval. Cela disqualifie l'action française sans même avoir à débattre du droit maritime. On comprend mieux du coup comment il en arrive à sa conclusion.
Si l'action n'a pas de base légale internationale à ses yeux, alors ce n'est plus de la police. Non. Et c'est là qu'il emploie les grands mots, acte de guerre ou même piraterie. Ce qui change complètement la nature de l'événement, Un acte de guerre, cela veut dire que la France a franchi une ligne rouge. Et la piraterie, cela va encore plus loin. cela rabaisse l'action d'une marine nationale à du simple banditisme. Cela nie la légitimité même de l'État français. Forcément, si la source qualifie l'action française d'acte de guerre, la réaction de Moscou telle qu'elle est décrite a dû être virulente. C'est le moins qu'on puisse dire. La réaction est décrite comme immédiate et furieuse. Poutine aurait repris lui-même le terme de piraterie en ajoutant en eau neutre Donc les deux camps se battent aussi avec les mots. totalement. Mais c'est la suite qui est assez curieuse. Qu'est-ce qu'il y a de curieux? Poutine, en plus de condamner l'action, aurait affirmé que le pétrolier n'avait aucun lien avec la Russie. Attendez, c'est bizarre. S'il n'a aucun lien avec la Russie, pourquoi une réaction aussi forte de Poutine lui-même et des menaces? Cela n'a pas beaucoup de sens. C'est une excellente remarque, mais la source ne s'attarde pas du tout sur cette contradiction. Au contraire, elle s'en sert pour proposer une autre lecture. Une autre lecture? Oui, une lecture des motivations françaises. L'idée avancée, c'est que tout cela ne serait qu'une mise en scène de la part de Macron. C'est-à-dire une provocation délibérée en quelque sorte? L'analyse, c'est que Macron ferait face à des problèmes de politique intérieure et qu'il aurait besoin de se créer un ennemi à l'extérieur pour rassembler la population. La fameuse stratégie du ralliement autour du drapeau. Et la source va plus loin dans le portrait qu'elle dresse. Comment? Elle le dépeint en nouveau Napoléon, une figure qui cherche la grandeur à l'extérieur pour détourner l'attention des problèmes du quotidien. L'image de Napoléon, c'est intéressant. Cela évoque la grandeur, mais aussi l'orgueil démesuré et, au final, la défaite. C'est une critique assez fine, c'est une manière très efficace de critiquer une politique étrangère jugée agressive et risquée. Mais au-delà des images, il y a des menaces bien concrètes qui sont rapportées. Oui, c'est ça le plus inquiétant. D'après la transcription, Poutine aurait exigé la libération immédiate du navire, et si ce n'était pas fait, il y aurait des représailles militaires. Là, on change de dimension. On quitte le juridique pour le militaire. C'est l'ambiguïté de la menace. C'est ce que souligne l'auteur. Ces représailles viseraient-elles l'Ukraine ou directement la France? Exactement, le flou est maintenu, et c'est ce qui est angoissant. Et ce flou alimente la crainte centrale de la source, le cœur de son message. Et quel est-il? C'est que cette initiative française, cette provocation, pourrait être l'étincelle qui met le feu aux poudres, qu'elle pourrait déclencher une réponse militaire russe, non pas en Ukraine, mais contre un pays de l'OTAN, et donc entraîner toute l'Europe dans la guerre. L'auteur de la vidéo semble vraiment alarmé par cette possibilité. Absolument. Il utilise un mot allemand, brandgefährlich, qui veut dire extrêmement dangereux, mais avec une idée de pyromanie derrière. Il dépeint des dirigeants comme Macron comme des gens qui jouent à la guerre en haute mer, au risque de faire flamber le continent. C'est un avertissement très grave, La narration se termine donc sur cette note très sombre. oui, sur l'idée qu'on a franchi une étape. On n'est plus dans les sanctions sur le papier, on est dans l'action militaire concrète. Et la prochaine étape, dans cette logique d'escalade, ce ne sont plus des tweets, mais peut-être des missiles. Alors, si on résume un peu tout cela, que faut-il retenir de l'analyse qui nous est proposée ici? On a vraiment un face-à-face total. C'est exactement cela. D'un côté, on a le récit d'une France qui se voit comme le bras armé du droit, qui agit légitimement. De l'autre, le récit d'une France pirate qui viole le droit international pour des raisons obscures, peut-être de politique intérieure. Ce qui est à la fois fascinant et, pour être honnête, assez inquiétant, c'est que les deux camps semblent lire deux codes de droit international complètement différents. Chacun est persuadé d'être dans son bon droit. Et c'est là que réside tout le danger. Il n'y a plus de terrain d'entente. L'avertissement final de la source, c'est celui-là. Le risque d'une erreur de calcul, d'un dérapage est immense. Parce que chaque action est interprétée par l'autre comme la pire des provocations. C'est la recette classique d'une escalade incontrôlée. Oui, chaque camp voit dans les gestes de l'autre la confirmation de ses propres craintes, ce qui justifie à ses yeux une réponse encore plus forte. Et toute cette analyse nous laisse finalement avec une question fondamentale qui est soulevée par la source. Laquelle?
À quel moment une sanction économique, même appliquée avec des navires de guerre, franchit-elle la ligne et devient-elle un véritable acte de guerre? Et la question qui suit est encore plus vertigineuse. Qui a le pouvoir de tracer cette ligne? Celui qui impose la sanction, celui qui la subit, ou une instance internationale qui, dans ce récit en tout cas, semble complètement dépassée? C'est dans ce flou que le danger s'installe. Voilà qui conclut notre analyse d'aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Merci à vous.